du sujet là aujourd'hui, ça a été voilà, beaucoup d'interrogations, beaucoup d'incertitudes sur l'avenir. Il y a des choses qui sont quand même assez anxiogènes pour vous, pour vos collaborateurs. Il y a effectivement des interrogations économiques, que ce soit sur vos trésoreries, on l'a vu, hein, les clients, la fidélisation des clients, le paiement, les commandes vont-elles rentrer, les risques de débouchés aussi, de perte de débouchés. Et effectivement, pour vos collaborateurs, je pense qu'il y a aussi des interrogations. Ils doivent certains se poser la question, est-ce que mon poste va être maintenu? Est-ce que il y a peut-être un PSE qui se prépare? Est-ce que voilà. Au niveau sanitaire, il y a aussi pas mal d'éléments qui sont assez anxiogènes aujourd'hui. Voilà, comment garantir la sécurité des salariés, comment garantir la humaine. Certains, effectivement, sont frileux à revenir, ce qui est aussi compréhensible. D'autres, vous avez déjà effectivement organisé tous les différentes mesures barrières, etc. Il y a beaucoup d'interrogations, d'incertitudes aussi quand même sur l'organisme du travail. Comment ça va se passer? Dans quelles conditions? Au niveau des congés, est-ce qu'ils vont être reportés, pas reportés? Le travail, on l'a vu, il y a des équipes qui travaillent en 2x8, etc. Il y a aussi pas mal, moi j'ai pas mal d'éléments aussi de questionnement, c'est comment vont réagir mes collaborateurs. Pour certains, après 2 mois d'arrêt brutal, il y a certaines entreprises qui ont été arrêtées brutalement et forcées, ou télétravail des fois plus difficile, et certains salariés qui ne peuvent pas télétravailler. Quel est le niveau de motivation de ces salariés? Quel est le niveau de motivation à reprendre l'activité? Comment ils vont le reprendre? Je pense comme beaucoup, vous avez autour de vous des personnes qui se posent des questions, qui se ressentent sur eux, qui font des bilans de compétences, voilà, c'est une période en tout cas où il y a beaucoup de, voilà, il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'interrogations, beaucoup de remises en question. Et la question, c'est un peu dans quel état d'esprit vous allez retrouver vos équipes, et puis comment donner du sens en fin de compte à ces équipes dans une période qui est complètement incertaine. Il y a effectivement quelqu'un qui a posté dans le petit questionnaire, c'est effectivement comment continuer à maintenir le lien et donner du sens dans cette période d'incertitude quand on ne sait pas effectivement exactement ce qui va se passer après. Donc voilà, donc l'idée c'était de se dire voilà, vous, nous, moi, vos collaborateurs, on foisonne d'incertitudes et en fin de compte, finalement, vous êtes un peu tous, et j'ai envie de dire, c'est la première fois, on est tous après dans le même bateau. Hein, on est tous dans le même bateau, on a vécu les mêmes choses, on a vécu la même peur, on a vécu une crise qui nous a tous touchés. Et aujourd'hui, l'enjeu pour vous, vos collaborateurs, c'est effectivement d'accepter cette incertitude et d'agir plutôt que subir. Ça, c'est vraiment le premier, je pense. Et le deuxième, c'est d'arriver à imaginer ensemble des futurs. Donc voilà, voilà un peu l'idée du sujet. Donc moi effectivement, j'ai pour me présenter rapidement. Avec 4 fils, après en fait une quinzaine d'années sur des postes d'encadrement, notamment au sein des entreprises électriques et gazières, pour ne pas les nommer, où j'ai managé jusqu'à 90 personnes sur plusieurs sites, en multi-sites. J'ai aussi conduit pas mal de projets de transformation avec des forts enjeux sur la SAT client, sur le climat social, beaucoup aussi sur le climat social, sur la performance aussi des dispositifs. J'ai décidé de créer Simagile en 2019 pour justement aider les entreprises à améliorer leur fonctionnement interne, s'adapter aux enjeux futurs et vraiment les aider de la partie diag à la partie mise en œuvre des actions. Donc voilà, donc j'ai une orientation très, vous allez voir, organisation et performance finalement. Je travaille en étroite collaboration avec un institut de recherche qui s'appelle ISEOR, l'équipe d'Henri Saval, et depuis 1973 maintenant, ils mènent des études, ils ont mené des études dans plus de 2000 entreprises, dans des secteurs très variés, sur tous les continents quasiment. Et voilà, il y a vraiment une réflexion de travailler sur ce qu'on appelle le management socio-économique. C'est assez proche du Lean, sur la démarche qualité, mais plus orienté sur effectivement sur l'humain, et notamment le levier principal, c'est le potentiel humain. Donc voilà, donc j'ai cette double compétence, on va dire l'approche amélioration continue et l'approche GPEC. Et c'est pour ça que du coup, voilà, l'idée c'était de travailler sur et la motivation et la productivité, voir effectivement comment on peut lier les deux. Donc voilà pour l'introduction. C'est parti, Caroline. Alors là, l'écran est en partage, tu le vois ou pas? Je le vois. Ok, super. Hop. Donc, je vous ai remis la fameuse courbe. Vous la connaissez, hein, c'est la courbe du changement.
avec une petite version Covid qui a été ajoutée. C'est notamment c'est une entreprise de, j'ai pas remis la source, c'est pas bien, de marketing qui a fait ça pour le cluster atlantique. Et effectivement, bah, vous la connaissez, hein, c'est un peu cette variation au niveau des émotions. Donc, on a eu tous un choc, hein, on est tous passés par là. Le confinement, il y a eu un déni aussi de se dire mince, c'est pas possible, on doit s'arrêter. Il y a eu cette colère de se dire c'est pas possible aussi, ils sont où les masques, qu'est-ce qui se passe, comment on est organisé. On est tous passés par cette phase de peur, de tristesse aussi, parce que bah oui, il y a quand même aussi des, faut le dire, il y a des décès derrière, il y a de la perte humaine, voilà. On a eu peur pour, moi j'ai ma famille qui est en Alsace, on a peur pour nos proches. Et voilà, on s'est mis quand même en organisation, en télétravail, on a entendu, chômage partiel, on a essayé de trouver des solutions pour se mettre en marche, certains pour réussir à maintenir l'activité. Et on est dans cette phase aujourd'hui de déconfinement, avec cette quête de sens et la réflexion sur cette stratégie d'après. Donc voilà, l'idée de cette courbe, c'est de se dire à un moment donné, on est tous passés par là, ce que je disais avant, collaborateurs, dirigeants, chefs d'entreprise, famille, enfin tout le monde, quoi. C'est un peu la particularité de cette crise. Donc du coup, slide suivant. Je suis désolée, Caroline, j'ai l'impression de... Pas de souci, t'inquiète pas. Du coup, le slide suivant, bon, c'est un rappel, vous les connaissez, hein, c'est les leviers de motivation. Je voulais peut-être les rappeler quand même. Il y a aujourd'hui de nombreuses études qui permettent de distinguer vraiment 3 grandes attentes qui sont fondamentales et partagées par tous. C'est un besoin d'équité, c'est ce sentiment de réalisation et la camaraderie. Clairement, le premier et le dernier, ils ont été vraiment mis à mal par cette crise. Le besoin d'équité, il a été mis à mal, notamment avec, on a beaucoup entendu parler, hein, le principe un peu col blanc, col bleu. Effectivement, les personnes effectivement qui sont allées au front, qui sont parties au front pour reprendre un peu le langage guerrier, n'ont pas forcément les salaires et la reconnaissance à la hauteur, peut-être, effectivement, on s'est posé la question aujourd'hui de l'investissement et des risques qu'ils ont pris pour maintenir l'activité du pays. Et effectivement, le côté fraternité, camaraderie, aujourd'hui, c'est un peu ce qui manque, hein, on entend tous parler. Le premier truc qu'on a envie de faire, c'est aller prendre un apéro, aller voilà, discuter, pas penser à autre chose. Et voilà. Donc voilà, c'est un peu ces deux motivations clairement. Et ça sent, hein, le moral aujourd'hui, c'est grosso modo chef d'entreprise et les Français de manière générale. Tout le monde à peu près a un moral de 6 sur 10 qui a été évalué par plusieurs enquêtes. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les aspirations propres à chacun. Voilà, elles sont vraiment propres. Alors, il faut aussi savoir qu'elles évoluent, hein, dans le temps. Des fois, on peut avoir une aspiration de challenge, de défi, peut-être quand on a peut-être 20 ans, et après, on souhaite peut-être un peu plus d'équilibre pro-vie perso. En tout cas, voilà. Donc, ces aspirations, c'est compétences techniques, ce qu'on appelle, voilà, la partie technique, c'est l'envie d'exceller. Hein, vous en avez tous forcément dans vos équipes. Il y a l'aspiration managériale, cette envie de transmettre. On les identifie aussi, cette envie pédagogique de faire grandir les autres. Il y a la créativité, l'envie de créer, l'envie d'entreprendre. L'autonomie, l'indépendance, donc là, c'est vraiment ce besoin de liberté, besoin d'agir, besoin d'entreprendre aussi. Il y a aussi cette notion. Il y a le sens du service, donc le service bien fait, être utile, le fait de rendre un travail qui soit d'un certain niveau de qualité. Il y a l'autre, c'est la stabilité et la sécurité. Donc, besoin d'un environnement stable, prévisible, rassurant. Il y a l'aspiration qui est liée au défi, le besoin de sensations fortes. Certains, effectivement, c'est un peu leur levier pour avancer. Et le dernier, c'est cet équilibre vie pro, vie perso. C'est un peu le style de vie, c'est ce qu'on recherche. Donc, effectivement, on a tous, je pense que, voilà, on a tous aussi des degrés, mais en tout cas des leviers qui nous font avancer. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est effectivement ce confinement, est-ce que ces motivations ont évolué? C'est-à-dire, vous avez vos collaborateurs, vous les connaissez, certains, vous les connaissez tous, vous avez fait des entretiens réguliers avec eux. Et la question, c'est de se dire, voilà, est-ce qu'il y a eu une évolution? Cette crise est passée par là, y a-t-il une évolution? Et je pense que c'est hyper important un peu de prendre le temps de se poser la question, parce qu'effectivement, ça a changé, je pense, la vision et l'état d'esprit de pas mal de personnes
parce qu'il y a la peur qui est passée par là, hein, tout simplement. Donc voilà, on réagit en tout cas tous différemment face à cette crise. On a tous vécu différemment aussi ce contexte. Je pense que vous en avez tous connu des personnes effectivement qui ont plein d'idées, qui se disent c'est pas grave, on part de l'avant, d'autres qui se sont refermées un peu en mode huître. Et c'est aussi, voilà, c'est, je pense, le rôle aujourd'hui des managers, des dirigeants, d'arriver à rouvrir l'huître s'il faut, arriver à aussi reprendre cette énergie positive pour la mettre au profit de l'entreprise. Donc voilà, j'ai envie de dire, investigons, c'est un peu ça l'objet de la présentation. Alors, je vais vous proposer effectivement deux clés de lecture dans cette présentation. La première, c'est la clé de lecture. Une, c'est vraiment ce que j'appelle le potentiel humain, ce qu'on appelle le potentiel humain. En fait, c'est de se dire à un moment, là, j'aimerais vous proposer, alors on a vu un peu les leviers de motivation, et là, j'aimerais un peu qu'on prenne la chose sous un autre angle. Et j'aimerais savoir, est-ce que vous connaissez les 5 caractéristiques de l'homme, alors avec un grand H, les hommes et les femmes, bien sûr, de l'humain. Il y a 5 caractéristiques qui sont assez stables. On est tous intelligents. Là-dessus, je pense qu'on est d'accord. On est tous comédiens. Donc, je ne sais pas si vous l'avez constaté dans votre quotidien. On est tous aussi stratèges. On a tous une stratégie aujourd'hui. Effectivement, comme on l'a vu, soit liée à notre bien-être, notre envie d'arriver, de s'épanouir. On est tous désobéissants et on est tous amnésiques. Alors, quand je vous parle de désobéissance et d'amnésique, effectivement, là, je vous dis que votre plan sanitaire peut être compliqué. C'est un fait. Mais effectivement, voilà, c'est les 5 caractéristiques qu'on a pu identifier au travers de pas mal d'études. Et on se rend compte que c'est un fait. On ne peut pas vraiment aller à l'encontre. L'être humain, il est comme ça. Et dans votre management au quotidien, c'est intéressant de l'avoir en tête. Rebecca, ouais. Tu m'entends? Excuse-moi de te couper. Est-ce que tu peux revenir un peu sur cette notion de comédien? Tu mets quoi là-dedans? Alors, comédien, c'est effectivement pour arriver quelquefois à nos fins, on va utiliser des stratagèmes. Par exemple, quand on veut, voilà, moi j'avais un agent qui a souhaité effectivement une augmentation. La comédie, c'était de se dire à un moment donné, j'ai reçu une proposition extérieure pour combien tu me donnes? D'accord. D'accord. L'autre stratégie, ça peut être aussi effectivement un peu l'autre comédie, on connaît aussi, hein, c'est un peu des fois le côté Calimero pour se faire rassurer, ça peut être un peu ça que je mets derrière. Ok, merci. Alors, c'est un peu, ça va peut-être un peu à l'encontre du principe des fois de motivation, ça, des leviers de motivation, mais voilà, moi je trouve que je me suis rendu compte que je l'ai pas mal vérifié et c'est intéressant de l'avoir en tête. Je poursuis, donc du coup, effectivement, le potentiel humain aussi, moi j'aime bien utiliser le potentiel et pas le capital, parce que le capital humain, pour moi, je trouve que c'est statique, c'est pas assez global. C'est en fin de compte de l'énergie individuelle, auquel s'ajoute l'énergie collective, auquel on ajoute les compétences et les comportements. Et aujourd'hui, je suis convaincue que votre facteur de différenciation majeur, c'est votre potentiel humain. Je prends l'exemple simplement de deux pizzerias qui sont dans la même rue aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'on va dans une pizzeria plutôt qu'une autre? À un moment donné, ça va être la qualité des produits qui sont utilisés. Ok, donc c'est un choix qui a été fait, mais aussi la manière dont a été cuisinée la pizza, le sourire du serveur qui est venu vous apporter la pizza, la rapidité d'être servi. Donc là, cette rapidité d'être servi, c'est aussi quelque part et une compétence, parce qu'il y a une organisation derrière, et aussi un processus. Mais ce n'est pas forcément le prix, en fait, parce que le prix, on est prêt à mettre 3-4 euros de plus pour avoir effectivement ces différences. Donc, c'est pour ça, j'ai envie de dire, en fait, on prend deux entreprises identiques. Ce qui fait la différence, c'est un, son potentiel humain, et deux, son organisation du travail aujourd'hui. Autre approche, c'est de se dire à un moment donné que tout individu, aujourd'hui, il est dans un triptyque. Hein. On est tous, vous, moi,
On est tous un consommateur exigeant. On a Yuka, hein, vous l'avez certainement, où on a QFC que choisir, on regarde les avis sur TripAdvisor, on est un consommateur exigeant, on est un citoyen averti. Alors les informations, effectivement, on en a énormément, donc effectivement, il faut faire un tri, mais en tout cas, on en a beaucoup. Et la question qui se pose aujourd'hui, on est quoi comme type de travailleur? Et je pense que c'est nécessaire et essentiel de se poser la question aujourd'hui, vous, vos salariés, qu'est-ce qu'ils diraient, vous, de l'entreprise dans laquelle ils sont? Moi, je vous le dis, hein, moi, quand je travaillais je peux le dire, quand je travaillais chez EDF, je disais souvent qu'on était infantilisés. Voilà. Alors du coup, est-ce que c'est ce qu'on veut pour nos collaborateurs? Est-ce que c'est ça qui permet d'être performant, qui permet effectivement d'aller de l'avant? Je ne suis pas certaine. Donc voilà. Donc je pense que ce qui est intéressant, c'est d'arriver à être un producteur, un travailleur responsable. Et c'est intéressant, je pense, aux dirigeants d'emmener dans ce sens-là. Tout ça pour dire que la relation de travail, à un moment donné, pour moi, c'est une négociation. On est vraiment sur un jeu de négociation sur laquelle on va chercher un consensus entre la stratégie individuelle et la stratégie d'entreprise. Parce que c'est ça qui va faire finalement qu'il va y avoir une performance socio-économique. C'est en alignant cette stratégie, c'est qu'à un moment donné, vous ayez les personnes soient impliquées, investies dans chacune des actions qui permettent de déployer la stratégie de l'entreprise. Et effectivement, une personne sa stratégie individuelle est complètement hors du clou, effectivement, il vaut mieux peut-être soit s'en séparer, soit qu'il aille en tout cas déployer sa stratégie ailleurs. Donc, on revient sur ce principe de se dire à un moment donné, l'individu est stratège, et c'est évident. J'aime bien dire aussi que les collaborateurs, c'est des clients internes, parce qu'ils utilisent les processus de l'entreprise, ils respectent des règles, effectivement, au travers d'un contrat qui bénéficie de formation. Ils ont une rétribution monétaire en contrepartie de la création d'une valeur ajoutée. Donc, on est vraiment sur un principe quand même de client interne. Et vos clients, vous le savez, plus ils sont satisfaits, meilleurs prescripteurs ils sont. Et à un moment donné, c'est un peu pareil. Hein, Là, moi, j'accompagne une entreprise qui fait du développement de logiciels. Ils sont 2 associés et 4 développeurs. Et c'est vrai que la vraie problématique, il m'a contacté, sa problématique aujourd'hui, c'était de s'interroger sur la fidélisation de ces développeurs. Vous le savez, le marché du travail du développeur est très compliqué. Effectivement, ces 4 développeurs, ils ont 1 an d'ancienneté dans l'entreprise. Et sa crainte, c'est effectivement de se dire, est-ce qu'ils ne vont pas partir voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Hein, Donc, c'est vrai qu'effectivement, d'aborder, en fin de compte, ce principe de client interne, c'est aussi de se poser la question, qu'est-ce que je propose aujourd'hui pour les fidéliser, hein. Et ensuite, dernier point, c'est de se dire, à un moment donné, la coopération, c'est pas naturel. De dire, bon, allez, il faut qu'on coopère, ça marche pas, en fait. Hein. Par définition, on a été formé, éduqué pour être en compétition. Et sans consensus, il n'y a pas de coopération. Et donc, du coup, je pense qu'il y a vraiment une nécessité de contractualiser et d'aller sur une activité qui va être périodiquement négociable. C'est un peu comme la proposition commerciale du contrat de travail. C'est de dire à un moment donné, qu'est-ce que je propose, comment pour qu'effectivement on puisse arriver sur une création de valeur ajoutée la plus efficace pour l'entreprise. Donc voilà. Je sens que que c'est trop long ma présentation. L'autre clé de lecture, la suivante. Vous me dites si vous avez des questions. Jean-Marie, tu avais une question ou pas? Oui, mais du coup, elle m'a échappé. Tu peux revenir sur le slide précédent? Ouais, bien sûr. Hop. Je te remercie. C'était par rapport aux collaborateurs clients internes et meilleurs prescripteurs. Non, si c'est par rapport à l'histoire de la fidélisation, je suis tout à fait d'accord avec toi, hein, Rebecca. Et on est bien placé. Enfin, je pense qu'on est tous bien placés pour le savoir. On passe beaucoup de temps à recruter, à former des personnes et que ces personnes-là, finalement, vont voir effectivement si l'herbe est plus verte ailleurs.
Ça, c'est un grand standard. La toute petite modération que je pourrais faire par rapport à ça, et là, c'est lié directement au contexte, c'est que je pense que c'est un risque auquel on est moins exposé en ce moment. Et pour en revenir à ta courbe de tout à l'heure, où il y a quand même des peurs qui se sont installées et des personnes qui sont très informées et qui voient aussi, après avoir observé la courbe de la montée de la pandémie, ils sont en train de commencer à observer la courbe de montée du chômage. Ce qui fait que ça a tendance à calmer un petit peu les ardeurs des personnes, des stratèges justement ou des comédiens dont tu parlais tout à l'heure, qui vont faire jouer éventuellement une offre potentielle nettement mieux, forcément ailleurs, pour négocier un salaire ou quoi que ce soit, quoi. Donc je pense que ce risque-là, il est vrai, je suis complètement d'accord avec toi. Le seul petit modérato que j'aurais tendance à mettre, c'est que voilà, la période fait que je pense qu'on est un petit peu moins exposé à ça. Tout à fait. Peut-être que je me plante, hein. Je sais pas. Effectivement, c'est tout l'intérêt de se poser la question aujourd'hui, de se demander aussi pourquoi, à un moment donné, on n'arrive pas forcément à les limiter. Et c'est effectivement le principe, c'est de se poser et peut-être prendre un peu ce temps de se dire, ouais. Et c'est un peu ce que le travail que je fais avec la personne que j'accompagne. Gérard? Oui, j'aimerais bien intervenir sur le fait que on parle ici de l'humain en général. On devrait aussi parler des générations. Aujourd'hui, on a affaire en termes de recrutement à plutôt des générations X et Y qui ont des motivations totalement différentes que les générations précédentes et qui sont également motivées par des éléments totalement différents. Effectivement, la reconnaissance est un point important pour ces générations-là, mais il faut savoir que si elles ne sont pas passionnées par ce qu'elles font, ben elles s'en vont tout simplement. Et foin du chômage et des perspectives d'avenir, il n'y en a pas de perspectives d'avenir aujourd'hui pour ces gens-là dans leur raisonnement. On réagit principalement avec la partie émotionnelle du cerveau et on aime, on reste, on n'aime pas, on reste pas. Donc l'intérêt, c'est de détecter cela pendant le recrutement en analysant beaucoup plus le savoir-être que les compétences, puisqu'on pourra former quelqu'un qui a un savoir-être, qui va savoir s'adapter à l'entreprise et qui va correspondre à une personne que l'on sait pouvoir motiver par les éléments internes de l'entreprise ou tout simplement en montrant une empathie beaucoup plus importante qu'avec les générations précédentes qui, elles, ont la valeur travail qui est là et qui les tient au boulot et qui, justement, ne veulent pas se retrouver au chômage, ont des crédits maison, des enfants, tout ça. Donc, je crois, voilà, c'était juste pour pondérer un petit peu ça. Ça, c'est sur la phase de recrutement. Et moi, j'ai envie de dire, il faut le faire pas que lors du recrutement, il faut le faire après pendant tout le long du contrat. En fait, pendant tout le long, effectivement. Et c'est pour ça que c'est nécessaire aujourd'hui d'aller régulièrement, en fin de compte, au contact des salariés. J'en suis certaine que vous le faites. Mais effectivement, de le faire sur cet aspect de quoi vous avez envie, de comment on construit ensemble, en fin de compte, une vision, une stratégie d'entreprise. C'est vraiment ça le principe, effectivement, c'est d'aller sur cet aspect tout au long du contrat de travail qui, effectivement, qui nécessite d'être réinterrogé, je pense, très régulièrement, en fait. Absolument. Du coup, la suite, je me permets, la partie, ça c'est une deuxième clé de lecture, ça c'est un peu mon l'approche, j'ai envie de venir sur sa partie dysfonctionnement. Pourquoi les dysfonctionnements? C'est quelque chose aujourd'hui, clairement, qui impacte votre performance économique et sociale. On l'a dit, on reparle, je prends l'exemple parce qu'on l'a en tête du recrutement, mais à un moment donné, le recrutement, c'est un coût aujourd'hui qui est visible, que vous avez identifié dans vos systèmes d'info. Mais après, il y a tout le coût caché qui est le temps de monter en compétence des personnes qui, effectivement, des fois, ça peut mettre 6 mois, 1 an selon le type d'emploi, voire plus. Et effectivement, ce coût-là, souvent, on le sous-estime parce qu'il faut aussi penser à toute la production qui n'est pas réalisée, en fin de compte, soit par la personne qui l'accompagne, soit par lui-même. Et effectivement, c'est pour ça que j'ai envie de dire, il faut, je pense, se poser sur, réfléchir à poser tous les dysfonctionnements aujourd'hui présents dans votre entreprise, profiter un peu de cette période-là pour justement essayer de réduire cette incidence économique de ces dysfonctionnements. Donc effectivement, un dysfonctionnement, c'est ce qui perturbe la vie d'entreprise, hein. C'est vraiment l'anomalie, le grain de sable, l'élément qui vient perturber la qualité du fonctionnement de l'entreprise. Et le problématique, c'est que le collectif, l'entreprise, le collectif, l'équipe régule quotidiennement ce problème
parce que sinon ça ne fonctionnerait pas, contourne, met en place effectivement des systèmes pour derrière quand même réussir à faire fonctionner, mais ils perdent énormément de temps. Aujourd'hui, ça génère des gaspillages de ressources et on peut vraiment dire qu'il y a en fin de compte un surtemps, une surconsommation, une non-production, une non-création de valeur ajoutée. Et on estime, pareil, hein, c'est les études, je vous renvoie vraiment sur ces études qui ont été réalisées par ISEOR, entre 20 000 et 70 000 euros de coûts cachés par personne et par an qui ne sont absolument pas visibles au système d'information. Alors, c'est vrai que ça coûte, donc je ne vais pas aller sur la partie coût parce que ce n'est pas la question aujourd'hui, on est plutôt sur la partie motivation. Donc, au-delà d'avoir un coût, clairement, ça crée des irritants, mais qui sont hyper démotivants, clairement. Et là, aujourd'hui, la question, c'est de se poser, est-ce que le télétravail a permis d'atténuer certains de ces irritants? Et effectivement, là, le diagnostic que j'ai mené, il y en a beaucoup qui m'ont dit, en fait, nous, on aime bien travailler. Ils sont tous en télétravail, ils travaillent tous à distance. Et en fait, ils ont dit, la situation, elle n'est pas mal du tout. Et quand on commence à creuser pourquoi, ils disent, effectivement, je peux m'organiser, mon temps de travail, etc. OK, on creuse, on avance un peu plus. Mais effectivement, il y a moins de perturbations parce qu'avant, c'était en open space. Il n'y a pas d'interruption intempestive. Il y a la possibilité de s'organiser son travail de manière effectivement liée plus à son rythme personnel. Les réunions sont beaucoup plus structurées. Il y a effectivement du brief-débrief qui est plus instauré de manière plus régulière. Voilà, il y a pas mal d'avantages. Il y a plein d'inconvénients aussi, on est d'accord. Mais en tout cas, il y a tous ces avantages-là qui sont intéressants de les remonter. Pour revenir sur ces indicateurs, ces dysfonctionnements. Aujourd'hui, ces dysfonctionnements, on les retrouve dans 6 grandes familles de dysfonctionnements. C'est effectivement tout ce qui est gestion du temps. Alors là, il y a une niche de dysfonctionnements qui sont énormes en termes de gestion du temps, parce qu'effectivement, c'est tout le surtemps qu'on peut générer à rechercher des documents dans une base de données qui est mal rangée. Le temps, effectivement, on planifie un temps d'intervention, un temps pour un lot d'un projet et finalement, on le dépasse 2-3 fois plus ou 2 fois plus. Des tâches qui sont des fois mal assumées. Enfin, il y a énormément de choses. C'est beaucoup de perturbateurs. Les conditions de travail aussi. Donc là, c'est marrant, effectivement, lors du diagnostic, il y en a un qui me disait « Ouais, et puis moi, mon ordinateur, il est vachement plus puissant à la maison. Forcément, c'est un gamer, donc il a un ordinateur de fou. Effectivement, au boulot, c'est pas forcément le type de matériel qu'il a. » L'organisation du travail, bien sûr. Donc derrière l'organisation du travail, on retrouve la répartition des tâches, les missions, les règles, le fonctionnement. La communication, coopération, concertation, là, on trouve énormément effectivement de dysfonctionnements liés à l'organisation de réunions, mais aussi des temps d'échange, de règles, de partage. Le niveau de formation, ça c'est évident aussi. Il y a ce qu'on disait avant, le temps de monter en compétences qui peut être long. Il y a des compétences qui manquent des fois pour mener certaines activités. Et la mise en œuvre stratégique. Donc voilà, en tout cas, je l'ai baillé rapidement. On peut en parler des heures, c'est de toutes les causes associées, tous les dysfonctionnements. Mais en tout cas, c'est des leviers d'action aussi pour vous. Et c'est le potentiel humain qui permet d'actionner ces 6 leviers, clairement. Du coup, j'avance. Ça, c'est Caroline qui avance. Donc la question, c'est ça. C'est un peu la question qu'on a posée. Est-ce que la crise est une opportunité pour réinterroger son fonctionnement interne? En quoi cette désorganisation subie lors du confinement peut servir? Quelles sont les bonnes pratiques, qu'est-ce qui peut faciliter de la vie d'entreprise. Je pense que c'est intéressant aujourd'hui de poser la question et notamment de les mettre en relief avec les contraintes actuelles, la situation économique interne, externe, les risques identifiés par rapport aux clients, la fidélisation interne, etc. Et effectivement, se poser cette grande question, en fait, qu'est-ce qu'il faut conserver de l'organisation d'avant-crise? Qu'est-ce qu'on peut peut-être faire évoluer et qu'est-ce qu'on peut supprimer? Et en fin de compte, de poser cette question, après, on peut la poser de manière légère, on peut aller très loin dans l'approfondissement, bien sûr. Clairement, c'est quelque chose qui peut motiver aujourd'hui vos salariés pour reprendre un sens en fin de compte. Parce que, comme je vous le disais, vos collaborateurs, c'est vos meilleurs partenaires en fin de compte dans cette situation, surtout vu la contexte. Comme l'a dit effectivement Jean-Marie, si je ne me trompe pas le prénom, JMD, effectivement, on est dans un tel contexte de peur quand même par rapport à l'économie, parce que vos salariés aussi, ils ont cette peur de se dire est-ce qu'on va avoir assez de débouchés au niveau clientèle. Et effectivement, c'est le moment aussi de se reposer des questions. Et si je prends l'angle, notamment client par exemple, effectivement, il y a une vraie problématique aujourd'hui. En quoi leurs pratiques de consommation de produits, de services vont-elles évoluer? Ça, c'est une vraie question. Vos clients actuels sont-ils fidèles?
quels vont être leurs nouveaux besoins, comment ils vont consommer dans les années à venir. Et pour anticiper ces pratiques clients, imaginez les scénarios finalement de comportement client. J'ai envie de dire, qui mieux que vos collaborateurs peuvent effectivement peut-être y contribuer. Alors peut-être pas tous, peut-être une partie, mais en tout cas, moi je vois mes équipes, elles étaient passionnées. Moi, à un moment donné, j'étais dans tout ce qui était raccordement électrique, mais c'était impressionnant. Mes équipes étaient passionnées, effectivement, par les sujets de concession des collectivités, étaient passionnées par la partie technique, étaient passionnées par ce que les clients allaient effectivement être impactés ou pas par certaines évolutions réglementaires. Je pense au compteur LinkedIn, etc. Clairement, c'est des super… pour faire une veille stratégique clientèle, ils sont au taquet. Hein. Et donc, je trouve que c'est intéressant aujourd'hui de les écouter et de prendre peut-être en considération les différentes idées qu'ils peuvent avoir. Donc, effectivement, c'est la suite que je vous propose. Moi, je vous propose 4 pistes aujourd'hui pour impliquer et motiver vos collaborateurs, et j'ai envie de dire dès à présent, s'ils vont sortir peut-être une démotivation. J'ai envie de dire après, avec des degrés différents à adapter selon vos entreprises. Enfin, on est bien d'accord, hein, c'est toujours le principe. Je pense en tout cas qu'il y a un premier état, c'est de comprendre l'état d'esprit et la motivation de chacun de vos collaborateurs. L'entretien de reprise, je pense que c'est ça. Voilà, vous l'avez certainement fait, vous l'avez prévu, ou vous le faites. Mais je pense qu'un vrai entretien de reprise constructif et stimulant, c'est quelque chose qui est assez indispensable. Vous avez une personne qui est en arrêt maladie aujourd'hui. Pour assurer la continuité, vous faites, je pense, un entretien de reprise pour lui expliquer ce qui s'est passé, ce qu'elle a peut-être loupé comme information, et pour voir son état d'esprit, sa motivation, et pour structurer la suite. Donc voilà. La deuxième piste, c'est effectivement d'identifier collectivement les problématiques et partager sur les enjeux de votre entreprise. Je pense qu'à un moment donné, cet état, cette situation dans laquelle on est, c'est intéressant de partager tous ensemble. Organiser un temps d'échange collectif, c'est quelque chose qui peut être intéressant d'un point de vue diagnostic global. Si je prends le 1 et le 2, clairement, c'est une prise de conscience nécessaire. De toute façon, pour tout changement ou adaptation, il faut d'abord prendre conscience, il faut que je prenne conscience que j'ai pris 5 kilos pendant le confinement pour ensuite mettre en action en place et aller courir pour les perdre. C'est un peu ça le principe. Ensuite, il y a le principe numéro 3, c'est de construire collectivement le plan d'action et la reprise dans la limite et la possibilité, bien sûr. Et ensuite, effectivement, d'arriver à piloter le dialogue pour garder cette dynamique, piloter cette dynamique de mise en œuvre des actions. J'accélère un peu, hein, parce que je sais que je suis un peu juste. Du coup, juste pour revenir sur la première piste, comprendre l'état d'esprit et la motivation de chacun de vos collaborateurs. Caroline, je te propose un petit avancé. Je ne vais pas tout lire. Voilà, je pense que vous maîtrisez, mais je vais quand même mettre les principes dans ce contexte un peu particulier quand même. Je pense que c'est intéressant de faire un bilan sur la situation actuelle. Parler des émotions par lesquelles ils sont passés, cette fameuse courbe, un peu comprendre la situation pro, perso. Le dirigeant qui accompagne, il me dit « Ouais, mais bon, c'est du perso, c'est un peu compliqué. » Mais sauf que, par exemple, il a un alternant qui est originaire de Tunisie. Et en fait, en discutant avec un peu l'alternant en introduction de réunion collective, il me dit « Ouais, je suis embêté, mes grands-parents, ils sont bloqués ici, ils n'ont pas pu rentrer en Tunisie, alors que sa tante, elle a accouché. » Enfin, il m'a expliqué un peu ses problématiques personnelles et il disait que ça l'inquiétait. J'en ai reparlé après avec le dirigeant. Il m'a dit « il n'était pas au courant, mais il me dit « Mais ça m'embête de glisser là-dessus. » En même temps, j'ai envie de dire, voilà, on a tous des problèmes, des situations personnelles, et c'est important aussi un petit peu voilà, c'est pas, je pense que c'est important un petit peu là, ça crée aussi du lien à un moment donné, on est des individus et il faut en parler, quoi. Donc, dans ce bilan aussi, de voir un peu les plus, les moins, les réussites, les difficultés pour évaluer un peu l'état d'esprit. Je pense que c'est intéressant de recueillir son avis sur la situation et sur la reprise. Donc, aller vraiment sur du questionnement, comment il voit la suite, quelles sont ses envies, ses motivations, quelles sont ses idées, avoir relevé un peu son avis aussi sur les problématiques d'après lui qui peuvent impacter la performance de l'entreprise. C'est comment lui il voit effectivement, peut-être là on reprend la partie client, comment il voit effectivement son client X ou Y, comment il imagine qu'il va réagir face à cette crise.
En quatrième point, c'est les objectifs sur lesquels vous l'attendez sur les 6 prochains mois. C'est important de revenir aussi sur un peu ces objectifs, peut-être faire en lien justement avec lui ce qu'il expliquait comme envie, comme motivation, et puis conclure sur l'étape suivante. Donc ça, c'est un peu l'entretien de reprise, j'ai envie de dire, assez basique, on l'ajuste, on l'adapte. Mais je pense que c'est intéressant, c'est pour faire un peu le deuil de la situation, pour connaître l'état d'esprit, ses intentions, sa stratégie, comme on disait avant, recueillir ses idées et puis aussi rassurer, instaurer un peu une relation de confiance. Rebecca, je peux te poser une rapide question. À ton sens, est-ce que cet entretien de reprise, il doit être dans ton esprit nécessairement individuel ou est-ce qu'il peut être collectif? Je veux dire par là, je suis désolé de ramener ça à notre petite problématique interne, mais on a grosso modo 2 équipes de 7 personnes. Ouais. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant ce que tu proposes, mais je le verrais bien à la limite au niveau d'une discussion à bâton rompu avec l'ensemble d'une équipe et pas personne par personne. Parce que je me suis rendu compte sur les dernières expériences humaines qu'on a vécues ici et les tensions dont je parlais tout à l'heure que beaucoup de problèmes viennent du fait que les uns n'entendent pas forcément ce que disent les autres. Or, quand tout est dit devant tout le monde, ça me semble être beaucoup plus simple. C'est pas à moi de défaire les nœuds derrière, quoi. Pour faire quoi? Là, tu es dans une situation où il y a effectivement déjà un conflit qui a effectivement éclaté. Donc, effectivement, on est plutôt sur la deuxième cas. Le côté collectif, je pense qu'effectivement est intéressant. Là, l'entretien de reprise. Après, je ne sais pas dans quelle mesure tu as déjà réalisé peut-être des entretiens individuels, annuels d'évaluation, de professionnalisation. Ça dépend chacun comment on l'entend. Mais effectivement, dans des situations bien particulières, je pense que le collectif est intéressant. Là, je propose qu'on passe sur l'entretien collectif. Sur la deuxième slide. Merci. Ouais, alors là, l'entretien collectif, moi, c'est hyper puissant pour moi, ce travail d'entretien collectif. Moi, j'ai eu l'occasion, je ne sais pas si vous vous rappelez du déraillement du train de Brétigny-sur-Orge. Bah, en fait, une de mes agences j'avais 35 personnes en fait à Brétigny et on avait vu sur la gare. Et en fait, ça arrivait pile poil au moment de la sortie des bureaux. Donc, du coup, j'avais une bonne partie de l'équipe qui était sur les quais. Et j'ai aussi une partie de l'équipe, il y en a 2-3 qui sont allés essayer de sortir des personnes qui étaient coincées. Enfin, c'était une catastrophe sans nom. Moi, en plus, ce jour-là, j'étais pas sur site, c'était mon adjointe qui était sur site. Et effectivement, on a pris la décision avec tout un médecin du travail, etc., de faire une cellule de psychologique de soutien et on s'est tous mis autour de la table, on a discuté, etc. Moi, clairement, ça m'a permis de revivre la situation parce que j'avais pas été là. 2, de vraiment mesurer en fait dans quel état d'esprit ils étaient. Et en fait, ça a été hyper puissant parce que c'était au début de mon mandat, enfin de mon contrat. Et en fait, ce groupe, il a été en fin de compte relié, la solidarité qu'il y a eu dans ce groupe. Et je pense pas que c'était que lié à l'événement. Je pense que vraiment le temps d'échange qu'on avait mis en place a permis effectivement de chacun exprimer leur peur. Il y en a, ils en ont effectivement un peu pleuré. Il y en a qui étaient très froids, qui n'ont rien dit. Chacun a réagi tellement différemment que, en tout cas, ce temps d'échange a permis de créer une sorte de base commune. Et ils savaient qu'ils pouvaient en discuter parce qu'effectivement, je passe les détails, mais effectivement, toutes les personnes qui étaient présentes habitaient tous dans cette zone-là et avaient tous quelqu'un, une famille, une personne de la famille qui était soit dans le train, soit sur le quai, soit enfin bon. Dans l'équipe, j'en ai eu 2 notamment qui ont eu des personnes qui sont décédées, des très proches. Et en tout cas, ça a permis ce travail collectif aussi à un moment donné d'humaniser en fin de compte la relation de travail et de pouvoir créer clairement une solidarité. Je reviens sur le temps de parole. Alors, soit c'est un temps de parole, un temps d'échange collectif, soit on peut aller jusqu'au diagnostic collectif. Moi, j'ai envie de dire, allons-y, allons jusqu'au diag, parce que, je redis, les dysfonctionnements au quotidien, quand on bosse au quotidien et que purée, on met 20 minutes tous les jours pour trouver un document, que l'ordi ne fonctionne pas correctement, que j'en passe, tous les dysfonctionnements qu'on connaît. Franchement, c'est des irritants qui valent le coup souvent d'être partagés. Et ça permet justement d'éviter d'aller sur des problèmes individuels. C'est qu'on se concentre sur des problématiques collectives que tout le monde utilise, tout le monde rencontre. Et effectivement, c'est de partir d'un constat partagé, avec poser la question. Donc là, un constat partagé, par exemple, si je reprends l'exemple du cas de JM, c'est de se dire à un moment donné, il y a un conflit, 2 équipes, vous n'êtes plus ensemble, ça
ça frite aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est de partir un peu sur un cas, un constat partagé, poser la problématique, se dire on ne peut pas continuer comme ça en termes de performance pour l'entreprise, c'est assez inquiétant. Et c'est peut-être justement d'aller, voilà, qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui, mais factuellement, quoi, aller sur vraiment les problématiques qui ne vont pas et lister factuellement les problématiques qui ne vont pas, laisser la parole effectivement aux personnes pour leur permettre effectivement de lâcher un peu leurs problématiques, mais aussi, surtout, je pense qu'il est intéressant, c'est que ça leur permet effectivement de confronter des points de vue, ça favorise le dialogue, ça permet de partager les irritants, et on se rend bien compte que souvent les irritants, ils ne sont pas liés, enfin, bien sûr, on n'est pas tous des potes, mais c'est pas forcément lié à des problématiques de personnes, c'est surtout lié à des problématiques d'interprétation. On interprète mal, il y a des malentendus, on a compris une règle alors que finalement, c'est pas ça. Et en fait, ce temps d'échange, ça permet aussi aux dirigeants ou aux gérants, aux managers de clarifier des fois certaines règles, de clarifier certaines incompréhensions et de se dire qu'à un moment donné, même un dysfonctionnement ou un irritant, un grain de sable, finalement, c'est un faux problème. D'en parler ouvertement, on se rend compte que, voilà, des fois, ça peut être un. Vous voyez, moi, par exemple, j'ai accompagné un cabinet d'architectes, là. Ils avaient un problème d'imprimante qui était, effectivement, ils avaient des locaux partagés, l'imprimante était de l'autre côté. Et c'est vrai que vraiment, c'était quelque chose qui cristallisait. Enfin, moi, ils m'ont tous sorti, c'était devenu presque un dada, cette imprimante, il fallait marcher, etc. Et effectivement, le fait d'en parler avec le dirigeant lors de la séance collective, le dirigeant a simplement dit, en fait, c'est un choix économique. Aujourd'hui, je ne peux pas. C'est un choix économique. Je préfère investir dans le fait d'avoir des systèmes de prise de vidéo particulières pour les chantiers que sur l'imprimante. Je ne peux pas. Et en fait, ils l'ont tous entendu. Par contre, il a dit, ouais, je vais y réfléchir dans un an avec un contrat voilà. Mais voilà, le fait que rien que de dire la chose, ça a calmé direct en fait, quoi. Et c'est le sujet qui est plus revenu sur le tapis. Mais voilà, c'est juste voilà, de créer en fait à un moment donné cette possibilité de parler, d'échanger, voilà, de partager ça. Au-delà de ça, ça permet aussi clairement d'identifier plein d'idées, mais des idées qu'on n'imagine même pas, des idées hyper intéressantes. Voilà, des choses où on se dit, purée, on n'y avait pas du tout pensé, parce qu'en fait, comme je vous le disais, avant tout, nos collaborateurs, ils sont hyper intelligents, ils ont plein d'idées, plein de sensibilités, voilà, plein de choses qu'on n'y pense pas. Et c'est effectivement après le slide d'après, mais je vais clôturer. C'était sur la partie co-construction. Ouais, tu peux avancer encore, excuse-moi. Ouais, la partie co-construction, en fait, c'est effectivement de se dire, est-ce qu'on peut, moi je dis, on peut aller jusqu'à effectivement co-construire un plan d'action collectivement, ensemble, à partir justement de tous ces dysfonctionnements avec les objectifs stratégiques. Et voilà, et poser la question, qu'est-ce qu'on en pense, comment on peut atteindre ces objectifs ensemble, réduire ces dysfonctionnements aussi qui empêchent, parce que ces dysfonctionnements, c'est clairement, ça nuit, c'est des gaspillages de ressources, mais c'est avant tout aussi une nuisance pour l'atteinte de certains objectifs. Parce qu'effectivement, ils ne permettent pas aujourd'hui d'avancer dans le sens où on le souhaiterait. Donc, en tout cas, c'est de se poser la question collectivement, quelles sont les actions qu'on pourrait mener à 6 mois. Et je pense que c'est hyper puissant parce que de poser la question, souvent les personnes sont porteuses d'idées, deviennent porteuses d'actions et elles ont envie de s'enclencher dessus si ça leur donne envie d'avancer et de les faire. Pareil, il y a une personne à un moment donné qui n'est peut-être pas du tout dans ce domaine-là, a une sensibilité communication, va se dire, mais non, moi je pense qu'il faudrait plus qu'on communique vers nos clients. Moi j'aime bien mettre des photos. Vas-y, go, fais-nous peut-être une newsletter. Peut-être qu'elle est finalement dans un service autre qui est peut-être la comptabilité. C'est vrai que c'est peut-être un peu moins fun que la com, mais voilà, ça permet en tout cas d'imaginer une motivation au travers de l'action, en fin de compte. C'est vraiment ça, c'est de stimuler l'action par la motivation et l'envie. Donc voilà, j'ai clôturé un peu j'essaie de tenir, j'avais plusieurs éléments encore, mais on ne peut pas aller trop loin. Ça, c'est un exemple de plan d'action, effectivement, qu'on peut travailler avec des post-it pour collectivement bosser ensemble sur un support et sur des actions stratégiques. Juste pour conclure, peut-être 2 mots. En fait, on parle beaucoup de coopération. Travailler ensemble, c'est comme je disais, c'est pas naturel. C'est hyper complexe. Et en fait, travailler ensemble de manière régulière sur une activité, un projet ou un processus,
c'est en fin de compte produire ensemble. Donc, c'est pas collaborer, c'est pas se coordonner, c'est vraiment coopérer. Et c'est vraiment particulier cette coopération. Mais quand on arrive à organiser, à piloter cette coopération, donc par exemple au travers d'un lancement d'une action, par exemple en binôme, là on arrive sur une vraie coopération. On retrouve en fait ce sentiment de camaraderie, même de sentiment de réalisation, parce qu'effectivement c'est toujours assez génial d'arriver à créer quelque chose ensemble. Mais ça nécessite voilà, d'être piloté, d'être accompagné, et c'est un peu le rôle du chef d'orchestre, bien sûr, dans tout ça. Mais en tout cas, je pense que c'est hyper motivant et c'est créateur de performance et de valeur ajoutée. Donc voilà, j'ai fini. Merci beaucoup pour votre attention.